Ce texte est vraiment un bon texte qu'il faut défendre indépendamment de l'appartenance politique. Tout ce que les Israéliens souhaitent est dedans et tout ce que les Libanais souhaitent est dedans. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Fayad. Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste en géopolitique des hydrocarbures, géopolitique des métaux, et avec vous, bien entendu, vous êtes d'origine libanaise, et avec vous, je voudrais que l'on essaye de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cet accord qui a été conclu vendredi à Washington entre Israël et le Liban. En Israël, certains ont parlé d'accord historique. Est-ce que c'est le terme que vous utiliseriez, vous, pour parler de cet accord ? Ou alors c'est plutôt un premier pas, comme a dit le président libanais Joseph Aoun hier ? Moi, je pense qu'on peut parler de premier pas, comme disait le président libanais Joseph Aoun, parce que historiquement, il y a quand même eu entre Israël et le Liban l'accord du 17 mai 1983, qui était un accord définitif, pour le coup, pas un simple accord cadre, et qui avait été validé à l'époque et par les parlements israéliens et libanais et par les gouvernements israéliens et libanais. Alors, concrètement, cet accord, et c'est le sentiment que l'on a lorsque l'on voit surtout les réactions des Libanais, c'est que l'essentiel de cet accord, c'est de voir Israël se retirer du Sud-Liban. Il peut y avoir, on va dire, une contradiction avec les intentions israéliennes, qui est de maintenir une forme de sécurité, de se préserver à travers la zone de sécurité que l'État d'Israël a conquis ces dernières semaines, une forme de protection pour la population du nord d'Israël. Est-ce que vous pensez qu'on peut concilier les deux ? C'est possible de trouver un modus vivendi entre le Liban et Israël ? Non, mais ce qui a été dit de part et d'autre, c'est simplement pour parler à l'opinion. C'est-à-dire, les Israéliens veulent dire que la sécurité d'Israël est la priorité, et les Libanais vont dire que l'intégrité du territoire libanais est la priorité. C'est tout ça, c'est dans la logique politique et démocratique, puisque les deux pays sont les seules démocraties du Moyen-Orient. Maintenant, ce qu'il faut quand même dire, c'est que l'accord lui-même assure le départ de l'armée israélienne, puisqu'il dit qu'Israël n'a aucune intention de conquête territoriale sur le Liban, respecte l'intégrité territoriale du Liban. Et en même temps, la souveraineté libanaise, la restauration de la souveraineté libanaise est quand même conditionnée au désarmement complet et total du Hezbollah. Donc tous les éléments des uns et des autres se retrouvent quand même dans ce texte. Donc j'invite vraiment les gens à lire ce texte, parce que j'ai entendu même les commentaires côté israélien de l'opposition israélienne, Lapid, Bennett et d'autres qui racontent vraiment, je suis désolé, mais n'importe quoi. Je pense pour des raisons politiques, parce qu'ils sont opposés à Netanyahou, mais du coup, vraiment, les choses qu'ils racontent sont complètement fausses. Puisque toute leur critique se trouve couverte par ce texte. Ce texte est vraiment un bon texte qu'il faut défendre indépendamment de l'appartenance politique. Donc j'invite vraiment chacun à le lire. Tout ce que les Israéliens souhaitent est dedans, et tout ce que les Libanais souhaitent est dedans. Donc les Libanais souhaitent que l'État libanais et l'armée libanaise retrouvent le sens même du monopole des armes, de la souveraineté libanaise, d'un État fort, d'une armée forte, tout y est. Et les Israéliens souhaitent retrouver la sécurité, la stabilité, une normalisation, une reconnaissance mutuelle, tout y est. Donc il faut vraiment essayer de dépasser les petites querelles politico-politiciennes et lire cet accord, qui est un bon accord, un accord vraiment à défendre, et certainement pas à faire le jeu de la République islamique d'Iran et du Hezbollah en l'attaquant. Alors, vous avez évoqué, bien entendu, l'accord de 83, qui, lui, était d'une certaine manière historique, mais cet accord, il ne s'est pas concrétisé. Et on a peut-être parfois le sentiment que dans les relations entre le Liban et Israël, eh bien, il y a toujours cette problématique de concrétiser quelque chose qui a été envisagé, par exemple, même à l'époque, en 82, entre Ariel Sharon et Bachir Gemayel. Ça ne s'est pas concrétisé. Gemayel a été assassiné. L'accord de 83 ne s'est pas concrétisé. Qu'est-ce qui peut permettre de penser que le Hezbollah laissera cet accord se concrétiser ? Déjà, l'accord entre Bachir, Gemayel, Begin et Sharon, il a été conclu le 14 septembre 1982, le jour même où Bachir Gemayel a été tué. Ensuite, par rapport à l'accord israélo-libanais du 17 mai 1983,
il faut quand même se rappeler, les archives de de la bibliothèque Ronald Reagan le confirment, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui ont été les fossoyeurs de l'accord, puisque en fait les États-Unis ont, à travers McFarlane, qui était l'envoyé spécial de Ronald Reagan, est parti voir Hafez al-Assad pour lui dire que s'il veut saboter l'accord, qu'il n'y a pas de problème. Donc en fait, les États-Unis avaient été les médiateurs de cet accord et en même temps ont été les fossoyeurs. Et là, aujourd'hui également, la partie américaine est vraiment la condition du succès de cet accord parce que ce sont aux États-Unis qu'est la mission, en fait, de Oui. renforcer l'armée libanaise. C'est aux États-Unis qu'est la mission également de fournir l'aide, en fait, financière pour l'armée libanaise et l'État libanais. Donc, il y a un rôle qui est donné aux États-Unis. D'ailleurs, le Et, 14e point de cet accord cadre est simplement un remerciement aux États-Unis. Donc, les États-Unis ont vraiment un rôle Et à oui, jouer. mais là justement, Michel, les États-Unis aujourd'hui, on le sait, c'est pas, on va dire une administration qui est uniforme. Il y a le côté Marco Rubio qui semble avoir voulu avoir sa revanche à travers cet accord par rapport à l'axe J.D. Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner. Et là, quelque part, tout dépendra du président Trump. On n'a pas le sentiment aujourd'hui que le président Trump, il peut être intéressé à un tel accord. Il donne la priorité, le sentiment qu'il donne, c'est qu'il est beaucoup plus proche de l'axe des isolationnistes que de l'axe des républicains traditionnels. Vous savez, c'est assez complexe par rapport à Trump. Moi, je pense que Rubio n'a pas signé cet accord sans l'accord de Donald Trump. D'ailleurs, la presse américaine et la presse libanaise ont révélé que avant la signature de l'accord, il y a eu plusieurs appels téléphoniques entre le président libanais Joseph Aoun et Donald Trump. Et je pense donc que cet accord a été fait avec bien évidemment l'accord de Donald Trump. Et je rappelle Avec encore une aussi des fois. garanties de préservation, de protection pour le président Joseph Aoun ou même l'ambassadrice du Liban. Parce que la presse israélienne ce matin affirme qu'il y a eu des promesses faites par les Américains de protéger le président Aoun. Moi, je ne crois pas à toutes ces protections sécuritaires. Vous savez, Bachir Gemayel Oui, a été tué. Alors, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, mais avec tout mon respect pour Joseph Aoun, qui est Joseph Aoun à côté de Bachir Gemayel? oui. Il n'y a aucune garantie. On ne peut pas garantir la vie de quelqu'un. Non, En mais là Israël, aussi, vous avez aujourd'hui, Yitzhak dans le... Rabin qui a été tué. Au Oui. Liban, Rafik Hariri, Bachir Gemayel. Il n'y a personne qui peut garantir la vie de qui que ce soit. Alors aujourd'hui, on a quand même le sentiment que même s'il y a des grincements de dents, il y a des affrontements, comme c'était le cas avant-hier soir, entre les Iraniens et les Américains, on a vraiment le sentiment tout de même qu'aujourd'hui, on va dire, la voie prioritaire de Donald Trump, c'est un règlement avec l'Iran. Et qui dit règlement avec l'Iran peut dire dans les négociations un engagement des Iraniens à protéger le Liban, entre guillemets, ou protéger le Hezbollah, et donc à essayer de faire torpiller cet accord. Oui, mais il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Vous savez, au Liban, il y a la deuxième plus grande ambassade des États-Unis au monde. Elle a coûté 1 milliard de dollars pour être construite. Le Liban est donc une plateforme pour les renseignements américains de premier ordre pour toute la région. La plus grande ambassade des États-Unis au monde est en Irak. Donc, ce sont quand même des pays, Irak, Liban, où les États-Unis ne veulent pas lâcher la main. Les Américains ont pris vraiment l'ascendant au Liban depuis 1957, parce que jusqu'à 1957, si vous voulez, le Liban était un peu sous contrôle anglais et arabe. Et à partir de 1957, le Liban est passé sous le contrôle américain et arabe, et du coup plus récemment iranien. Et les Américains ne vont pas complètement lâcher contrôle du Liban. Et donc le Liban va rester dans je pense, un intérêt d'une manière ou d'une autre pour les Américains. Rappelez-vous que même J.D. Vance a fait une ode pour les chrétiens du Liban il y a même pas une semaine. Donc non, je pense que le dossier libanais est quelque chose qui reste quand même important aux États-Unis. Mais ce que vous disiez est vrai, c'est-à-dire que l'Iran a aussi, lui, des capacités à faire saboter cet accord et tout va dépendre justement des Américains. Est-ce qu'ils sont prêts à tenir pour que cet accord se fasse? Ou alors, une fois que les Iraniens et le Hezbollah vont essayer de le torpiller, les Américains vont juste lâcher.
Alors, une dernière question subsidiaire, c'est la question incontournable. On la pose pour savoir effectivement s'il y a vraiment quelque chose à espérer. C'est la France. Est-ce que, dans un tel contexte, eh bien, la France est absente? Vous savez, la France et l'Italie ont dit qu'ils travaillaient sur une sorte de mission qui remplacerait la finule, etc. Mhm. Et aujourd'hui, l'accord cadre a complètement balayé cette option puisque ce rôle est donné et confié aux États-Unis. Donc oui, la France a perdu un peu tout rôle dans cette histoire. Ça vous surprend pas ou ça vous déçoit pas? Bah, vous savez, malheureusement, la politique française au Liban, depuis la chute enfin, depuis le départ du général de Gaulle, est une politique qui est alignée avec celle des pays arabes. Ce n'est pas une politique en faveur du Liban et des chrétiens du Liban. C'est systématiquement, donc depuis le départ du général de Gaulle, une politique en faveur des pays arabes, alignée avec eux, avec l'Arabie saoudite principalement, et donc qui n'a rien à voir avec les intérêts des Libanais et encore moins avec les intérêts des chrétiens libanais. Eh bien, Michel Fayad, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir commenté donc cet accord qui a été signé vendredi entre le Liban Accord qu'il faut soutenir. Voilà, il faut soutenir. Bien oui, nous, en Israël, en tout cas, on espère véritablement qu'il se concrétisera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée et bonne continuation. À bientôt. Merci.